Merci Eric, et je voudrais aussi remercier Sophie et Anne qui m'ont aidé à préparer cette conférence aujourd'hui. Je n'ai pas pu amener tout le matériel que j'aurais souhaité amener. Nous avons à la collection de physique de l'UPMC, où j'étais enseignant, plusieurs dizaines d'expériences qui auraient été reliées à la physique du violoncelle, les figures dites de Chladni par exemple, les vibrations de plaques métalliques, de plaques en bois aussi. Et c'est dans le cadre de cet enseignement à l'UPMC que chaque année je présentais un cours sur la physique du violoncelle pour nos jeunes donc, qui faisaient de sciences de la vie, sciences de la terre et de la physique. Alors, le violoncelle est un instrument à cordes frottées. C'est-à-dire que vous allez utiliser un dispositif pour mettre en vibration les cordes. Et ces cordes, eh bien, elles vont être couplées au bois dont est fait l'instrument, mais bien sûr aussi à l'air qui est stocké à l'intérieur de ce corps de l'instrument. Il y a une trentaine de litres d'air qui sont mis en vibration aussi. Et nous verrons qu'il y a des applications qui sont très très intéressantes pour cet objet. La physique qu'on peut faire avec elle est tout à fait remarquable. Je mentionnerai juste, il y a 4 ans, j'ai fait cette conférence au lycée Vaucanson, à Saint-Pierre-des-Corps et Tours, et des jeunes donc de votre âge ont tout à fait capté ce qui se passait avec l'acoustique du violoncelle, et ils ont développé un casque qui permet de faire propager le son dans les os du crâne, et donc des personnes qui sont malentendantes se peuvent écouter de la musique. Et même la semaine dernière, j'ai revu une partie de ces jeunes. Ils ont eu un prix européen au concours des Olympiades et puis à E6. Donc nous les recevrons la semaine prochaine pour leur remettre une médaille. Ils ont eu une médaille d'argent donc à Sofia en Bulgarie pour leur présentation de ce casque. Ils ont pris un brevet avec leur professeur. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé, de penser que simplement à partir d'un exposé comme celui que je vais vous faire, il sera loin d'être parfait, parce que je suis violoncelliste amateur, j'ai construit des violoncelles mais en amateur, et donc ce que je vais vous décrire, c'est un petit peu la façon dont j'ai perçu comme professeur de physique ce qui se passe avec cet instrument qui est je trouve un instrument tout à fait remarquable. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un instrument à cordes frottées, et il y a des instruments à cordes frappées. Le piano, par exemple, eh bien, vous avez des petits marteaux qui vont taper sur la corde et la mettre en vibration. Vous avez des instruments à cordes pincées. C'est le cas du clavecin, par exemple, ou pas du clavecin, de l'épinette dans laquelle vous avez un petit bout qui pousse la corde. Et vous avez évidemment des instruments à vent, comme on a fait depuis toujours. Alors, les premiers instruments se rapprochant du violoncelle ont été construits vers 1595 par un luthier qui s'appelait Dufaux-Puygard, qui était d'origine allemande. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'au cours des siècles, eh bien, la forme des instruments a changé et s'est affinée pour arriver à avoir, pour l'un des plus grands luthiers, Stradivarius, des instruments qui pratiquement ne vieillissent pas, ont un comportement tout à fait remarquable au cours des siècles. Et je vais vous faire passer un certain nombre d'éléments qui vous montreront un petit peu ce que font les luthiers pour fabriquer un tel instrument. Alors, le violoncelle, eh bien, il est, comme le violon, fait avec du bois, et ce bois est de différentes espèces. Alors, on prend du bois
pour faire la table du violoncelle ou la table du violon. Et ce bois, eh bien, il est de l'épicéa. Par contre, le dos du violoncelle est lui fait en érable. Et les côtés, ce qu'on appelle les éclisses, sont elles aussi en érable, très fines, de quelques 1 mm, 1 mm et demi d'épaisseur. Et pour faire tenir l'ensemble de ces pièces de bois, vous utilisez une colle extrêmement intéressante qui a été découverte en Égypte il y a plus de 2000 ans. Et cette colle, elle a la particularité de pouvoir, je dirais, quand vous chauffez cette colle avec de la vapeur d'eau et de l'air chaud, eh bien, vous arrivez à décoller votre table, votre dos, sans le fracturer, sans l'abîmer. Donc c'est une colle, elle est encore utilisée aujourd'hui par les luthiers qui fabriquent ces instruments. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment la physique peut s'appliquer à cet instrument avec donc on va tirer sur la corde avec un archet. Alors cet archet, il est composé d'un bois qu'on trouve au Brésil, c'est le bois de Pernambouc, et de tout petits filins qui sont pris dans la queue du cheval. Et donc l'archetier tend ces petits filins et vous mettez sur les filins une substance qui s'appelle la colophane. Et la colophane, elle a une propriété très très particulière, c'est que le coefficient de friction statique est beaucoup plus important que le coefficient de friction dynamique. Autrement dit, quand vous tirez avec votre archet sur la corde, vous déplacez la corde et elle va revenir, elle va glisser, comme le coefficient de friction dynamique est beaucoup plus petit, puis vous allez refaire la même chose et ainsi de suite, vous allez générer un son avec cet archet. Donc je mets en vibration la corde va faire se déplacer le chevalet. Vous voyez, le chevalet, c'est cette pièce qui relie les cordes à la table. Alors c'est une pièce qui est faite en érable et elle est travaillée, très fortement travaillée aussi par le luthier. Et vous allez, on verra dans les diapositives qui vont arriver, vous allez pouvoir établir un équilibre statique pour votre instrument qui lui donnera une sonorité, on dit ronde sur l'ensemble des notes qu'il est susceptible de jouer. Donc vous avez 4 cordes Do, Sol, Ré, La, 440 celui-ci, et ces vibrations, donc les cordes sont accordées en quinte, et bien ces vibrations sont transmises au chevalet qui les transmet à la table, et vous allez avoir la table qui se met à se déplacer. Elle se déplace de quelques millimètres, et quand elle se déplace de ces millimètres, il y a donc de l'air qui rentre et de l'air qui sort par les F du violoncelle. Et cet air, eh bien, il est très légèrement échauffé ou très légèrement refroidi par détente qu'on appelle une détente adiabatique. Et
l'écart de température est d'environ 0,7 à 0,9 degrés Celsius. Ça dépend évidemment de l'intensité du son que vous allez propager, que vous allez fabriquer. Alors, ce qui est aussi tout à fait remarquable, c'est que si je change très légèrement le moment d'inertie de ce chevalet, par exemple en mettant 2 pinces à linge, eh bien, vous allez voir que la sonorité est très différente. Elle est assourdie et c'est quelque chose qui va être utilisé, en particulier quand on veut monter un ensemble de musique baroque, pour que le violoncelle ne soit pas trop puissant. Il existe même un dispositif qui vous rend discret quand vous jouez dans votre appartement ou dans votre maison et qui permet de... Vous voyez, c'est une sourdine. Donc, sa propriété, c'est de faire changer le moment d'inertie et du coup, le couplage se fait de façon différente entre ce qui est l'instrument libre et l'instrument avec donc ce moment d'inertie qui a été changé. Alors, le principe aussi fait que on a, je vous ai dit, le La fait 440 Hz, eh bien, ce La, il était plutôt en dessous de 400 il y a 4 siècles, quand on a commencé à fabriquer donc, des instruments. Et du coup, on a eu une montée en fréquence, donc une tension plus forte pour faire jouer effectivement les instruments. Et il a donc fallu les retravailler, et nous allons voir sur les diapositives qui viennent, comment le travail a pu être fait, en particulier comment on a utilisé ce qui s'appelle donc la barre du violoncelle. Vous voyez, la barre du violoncelle, qui est cette pièce de bois qui joue le rôle d'un ressort. Et donc, au fur et à mesure des siècles, il a fallu rebarrer les instruments, il a fallu changer cette barre, et je vais vous faire passer donc la table de manière à ce que vous puissiez voir comment cet instrument, il a plus de 2 siècles, là, cette table, a été faite par Pillement, et elle a été restaurée par un certain nombre de luthiers. Vous voyez toutes les petites pièces de bois qui ont été rajoutées à l'intérieur et qui donnent donc la sonorité si particulière. Il y a même eu une fracture qu'on appelle une fracture d'âme, on va revenir sur ce point, et cette fracture a été réparée avec une pièce d'âme pour que l'instrument puisse continuer à être joué. Donc, je vais maintenant vous présenter une diapositive. Le micro qui soit Alors, cette image est celle d'un violoncelliste tout à fait remarquable qui s'appelait Maurice Baquet et qui a été pris en photo par son ami Robert Doisneau. Et Maurice Baquet est connu pour avoir utilisé les violoncelles dans des circonstances tout à fait particulières. Si vous allez sur son site, vous verrez, il y a une image où il est en train de jouer la suite de Bach en face du Mont Blanc, depuis l'aiguille du Midi. Il y a une autre image dans laquelle il descend la vallée Blanche avec son violoncelle sur le dos. C'était vraiment quelqu'un, en plus d'être un violoncelliste professionnel tout à fait remarquable. Voilà, donc j'ai pensé que c'était une illustration de ce qu'il a fait. Il protège son violoncelle et lui, il reste sous la pluie. La diapo suivante vous montre un petit peu l'intensité des niveaux que l'on a avec les différents sons que l'on peut voir se propager. Donc c'est quelque chose qui sera inclus dans
dans les fiches pour les nouveaux programmes qui m'ont été demandés par notre délégué à l'éducation et à la formation, Eric Westhoff. Et vous voyez, quand on utilise un niveau d'une intensité sonore qu'on appelle le décibel. Alors le décibel, c'est un logarithme du rapport de l'intensité à une intensité qui est I0, qui est l'intensité dite de base, 10 puissance moins 16 watts par centimètre carré. Et quand vous prenez par exemple un avion à réaction, eh bien vous avez 120, 125 décibels. Vous avez un déplacement des particules d'air qui peut atteindre plusieurs millimètres et qui fait en quelque sorte que vous avez votre tympan qui peut être perforé si vous êtes trop près d'une source d'intensité sonore trop grande. Quand vous prenez une salle dans laquelle on est à parler doucement les uns et les autres, vous voyez, on est vers 55, 60 décibels. Donc c'est quelque chose qui est très utile pour définir effectivement le seuil de douleur que vous allez avoir quand vous vous approchez donc du décollement de votre tympan par le déplacement des molécules d'air qui sont constitutives de l'air, oxygène, azote que vous avez pour votre oreille, que vous avez également pour votre instrument. La diapositive suivante vous montre la répartition donc des fréquences sur là aussi ce qu'on appelle le pitch A440, c'est donc le La dont je vous ai parlé avec ce diapason à 440 Hz. Et puis vous avez la répartition des différents instruments qui jouent, le violon, le violoncelle, la basse de viol que vous avez, avec les voix des chanteurs aussi, et leur répartition donc en fréquence dans cette gamme à partir du La 440. Alors ce qui est difficile, c'est que comme je vous l'ai dit, le La utilisé comme référence a monté au cours des siècles et du coup un certain nombre de pièces musicales ne sont plus accessibles par exemple au soprano parce qu'il faut aller trop haut en fréquence et les cordes vocales de cette personne ne permettent pas de chanter. Donc c'est quelque chose qui est suivi de très très près pour que l'on puisse essayer d'adapter les instruments effectivement à ces changements qui sont planifiés du diapason A. Alors, la diapo suivante vous montre comment est composé un violon. C'est la même chose pour un violoncelle, c'est la même chose pour une contrebasse, eh bien, ou un alto. Vous avez donc un Do. Ce Do est fait d'érable et il est creusé, mais il est tout de même relativement épais. Il fait pour le violoncelle environ 6 à 8 mm d'épaisseur, alors que la table, donc, qui est tout en haut, avec son ressort, comme je l'ai décrit tout à l'heure, la barre, eh bien, la table, elle, est sculptée à partir de bois, de l'érable, et on amincit les bords pour n'avoir que pratiquement 1,5 mm ou 2 mm d'épaisseur, de manière à ce que la table puisse se déplacer par rapport aux points fixes que sont donc les éclisses, la partie qui est sur le cloté, les éclisses qui sont faites elles aussi en érable. Donc vous avez des coins qui sont là de l'épicéa, et puis vous avez les petites pièces qui permettent de faire en sorte que votre table ne s'abîme pas au cours du temps. C'est l'introduction de filets. Alors des filets, c'est quelque chose de très très particulier à la lutherie, dans lequel vous allez introduire des tout petits fils
qui sont faits avec de l'ébène et un tout petit peu de bois très tendre, du bouleau, entre les deux, l'épaisseur totale étant de l'ordre de 1,5 mm. Vous le voyez sur la table qui circule, cette pièce, ces filets, vont jouer un rôle important pour éviter la propagation des fentes quand vous avez un accident qui arrive à votre instrument. Et au cours des siècles, évidemment, les problèmes arrivent. La diapositive suivante. Ah, pardon, j'ai oublié, oui, si, ben, vous l'avez ici dans l'autre aussi. Vous avez une petite pièce cylindrique qui relie le dos du violon à la table du violon. Et cette pièce cylindrique s'appelle donc l'âme du violon, l'âme du violoncelle. Et elle est positionnée de manière à ce que le chevalet a un de ses pieds qui s'appuie dessus et l'autre est libre. Il peut donc se déplacer et tourner très légèrement autour de ce point fixe et faire en sorte que la table se déforme. Et comme je vous le disais, la table se déformant, vous allez avoir de l'air qui rentre, de l'air qui sort, à la fréquence où vous avez pu faire vibrer votre table, et vous allez avoir une génération donc de son qui est le mélange de ce que vous aviez dans vos cordes, de ce que le chevalet a pu transmettre et de ce que sont les modes vibratoires de la table et du dos. Donc vous avez un système tout de même très complexe de couplage, et ce que je trouve tout à fait admirable, c'est que les luthiers, au cours des siècles, qui n'avaient aucun instrument pour mesurer les fréquences, pour mesurer le comportement des instruments, utilisaient une technique qui s'appelle la technique du tap tones. C'est-à-dire, je fais en sorte que mon oreille permette de déterminer si je suis avec la bonne épaisseur sur le côté, et c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Je vous ferai circuler cette table après parce qu'elle a une histoire aussi très, très, très intéressante. La diapo suivante. Prenez le micro, monsieur. Bon, donc vous voyez la répartition sur la partie droite du chevalet avec son appui sur l'âme et du coup qui permet à la barre de bien jouer son rôle de ressort au fur et à mesure que donc, le chevalet tourne autour du point fixe constitué par le sommet de l'âme de l'instrument. Donc tous les instruments sont construits sur ce modèle. Mais il y a eu là aussi une tentative, on peut continuer là. Il y a une tentative d'essayer d'améliorer les instruments, et bien sûr l'une des premières choses qui était essayée, c'était de savoir quel était le rôle du vernis. Qu'est-ce que fait un vernis pour un instrument de musique? Eh bien, le vernis joue essentiellement le rôle de protecteur, et il ne peut pas changer grand-chose. Il peut légèrement changer la masse volumique, à condition que vous mettiez déjà une belle épaisseur de vernis, un tout petit peu l'élasticité, et puis l'amortissement. Alors vous trouvez tous les ingrédients pour fabriquer des vernis dans le 12e arrondissement de Paris, près du faubourg Saint-Antoine, où vous avez effectivement tous les marchands de meubles et qui utilisent encore ces techniques. Vous trouvez de la colle, effectivement. Alors c'est un mélange de gomme dure, de gomme soluble, et on a des vernis à l'alcool, on a des vernis à l'huile qui donc mettent un certain temps à sécher, mais qui durent là aussi plusieurs siècles. Donc c'est un rôle quand même important, mais qui ne modifie pas la fréquence des vibrations, la fréquence des sons que vous allez émettre avec votre instrument. La diapo suivante. Alors celle-là, elle est très importante. Et pourquoi est-elle importante? Parce qu'elle vous donne
la condition pour laquelle vous avez un équilibre statique dans votre instrument, que ce soit un violon, un violoncelle, une contrebasse ou une octobasse même, comme il en existe au musée du Conservatoire de musique de Paris. Vous avez une relation géométrique, la somme des distances CK, C étant le sommet du chevalet, K le point de la table sur laquelle s'appuie le chevalet, et puis KM c'est une partie de l'âme, et Mn plus NH doit jouer la même somme, est exactement égale à MK plus KC. Si vous n'avez pas cette égalité, eh bien votre instrument va avoir tendance soit à s'ouvrir, soit à se refermer. Vous allez avoir donc une déformation de l'instrument. Et un certain nombre de luthiers ont essayé de construire des instruments sans avoir la table et le dos sculptés. Alors, je dois vous dire effectivement que pour sculpter ces instruments, il faut utiliser un petit rabot. Ce petit rabot s'appelle une noisette. Vous voyez la taille de ce rabot, hein? Il est vraiment tout petit et il permet donc vraiment d'élaborer le rayon de courbure que vous voulez, l'épaisseur que vous voulez, avec une fraction de millimètre, bien sûr, avec vraiment un petit chef-d'œuvre. Et ils sont fabriqués, ils sont faits à Mirecourt encore. Il y a une petite maison qui fabrique ces chevalets. Je vous le fais passer pour que vous puissiez voir effectivement comment le luthier va donc utiliser cet instrument pour affiner sa table, pour affiner son dos. Alors, vous avez évidemment des tensions qui font que la corde s'appuie sur le sommet du chevalet. Et typiquement, pour un violoncelle, la tension est de 100 newtons, 10 kg force. C'est-à-dire que vous avez donc un dispositif avec les chevilles que vous avez dans la tête du violoncelle ou du violon qui vont permettre de tendre plus ou moins. Et la relation qui donne la fréquence de la corde, cette relation, c'est 1 sur 2 fois la longueur, racine de la tension, donc je vous disais 100 newtons, sur mu, sur la masse linéique de la corde. Et là aussi, il y a eu une évolution très très nette des cordes. Les toutes premières cordes, comme je vous disais, du Dufaux-Pic-Gard, étaient faites avec du boyau. C'était du boyau de mouton qui était utilisé, et elles étaient plus ou moins épaisses pour donner les différentes fréquences dont vous aviez besoin. Et puis, il y a eu des progrès considérables qui ont été faits. On a fabriqué des cordes métalliques ou des cordes avec un enrobage métallique pour pouvoir changer justement la masse volumique de la corde et avoir ainsi un réglage plus facile. Alors, vous savez aussi que la corde, quand elle est tendue, eh bien, s'il y a une variation de température, eh bien, la tension va très légèrement changer, donc la fréquence va changer, et vous allez du coup avoir une modification. Donc, vous pouvez constater que quand un violoncelliste joue, très souvent, il tourne légèrement la tête de façon à ce que son souffle chaud n'aille pas chauffer les cordes de son instrument. Voilà, je vous fais passer donc quelques-unes de ces cordes telles qu'elles ont été réalisées. La diapositive suivante donc, vous donne effectivement les propriétés physiques de la vitesse du son qui va se propager. Donc, vous avez, comme je vous l'ai dit, de l'érable avec une vitesse
des ondes sonores dans l'érable de 1 à 2 km par seconde, du chêne, des petites pièces de chêne, 4 km par seconde, de l'acier, 5 km par seconde, et de l'argent. Pour les cordes que je vous fais circuler, vous avez effectivement un enrobage de fil d'argent autour du petit fil d'acier. Maintenant, si vous prenez de l'oxygène moléculaire, l'azote, vous avez donc une vitesse de propagation à la température habituelle. Vous trouvez pour ce mélange de l'air une vitesse du son de 330 mètres par seconde, plus, comme je vous l'ai dit, 0,61 delta T. C'est-à-dire, si vous augmentez la température de votre corde, de votre air aussi, vous allez changer la vitesse du son, donc vous allez changer les fréquences que vous avez utilisées pour votre instrument. Bon, je vous redonne la définition donc de l'intensité sonore, donc 10 fois le log décimal de l'intensité en watts par centimètre carré sur l'intensité I0 de référence, 10 puissance moins 16 watts par centimètre carré. Et donc, vous voyez, ces chiffres que nous avons maintenant en tant que physiciens, eh bien, ils n'étaient même pas connus des luthiers d'il y a 3 ou 4 siècles, et c'est uniquement avec leur oreille qu'ils ont réussi à fabriquer ces instruments tout à fait remarquables. Alors, ce que je voudrais aussi vous montrer, c'est que certains luthiers ont voulu éviter d'avoir à sculpter, à creuser la table et le dos, parce que ça prend beaucoup de temps. J'ai moi-même fabriqué 3 violoncelles et je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui consomme pas mal de temps et d'énergie. Le résultat n'a pas été terrible, hein, je dois vous dire. Je suis pas violoncelliste professionnel, je ne suis pas luthier professionnel, mais je m'intéresse à la physique de cet instrument. Et certains luthiers ont même essayé de fabriquer des violoncelles complètement plats, comme des guitares, aussi bien le dos que la table. Et celui-ci, c'est une table de La Prévotte, là aussi elle a presque 200 ans, et vous allez voir qu'elle n'a jamais été montée finalement comme un instrument, parce que ces instruments vieillissent très très mal par rapport aux instruments dans lesquels vous avez sculpté la table et le dos. Donc c'est là aussi une belle expérience d'évolution de l'art pour construire ces instruments qui font qu'on a essayé de fabriquer effectivement des instruments plats. La diapositive suivante. Alors ça, c'est une diapositive qui est très intéressante et elle a été suscitée par Raman. Raman, vous le savez, c'est un grand spectroscopiste, mais il était aussi musicien et il a mis en évidence que quand vous voyez une corde de violoncelle, une corde de violon vibrer, vous avez l'impression qu'elle prend une forme courbe. Eh bien, il a montré qu'en fait, à tout instant, la corde qui vibre est composée de 2 parties linéaires et que le point se déplace à la fréquence de vibration de la corde de votre instrument. Donc, c'est une très très belle expérience. Évidemment, personne à l'époque n'avait de stroboscope. C'est ce que nous faisions quand nous faisions ce cours de physique aux jeunes en première année à l'université. Nous avions un stroboscope, c'est-à-dire un flash qui permettait de fixer, et on voyait très très bien le mouvement de ce point, donc avec la fréquence de la corde qui vibre. Et aux 2 extrémités, vous avez les points fixes, c'est-à-dire les points qui sont au plus haut sur le violoncelle, ici, et puis sur le chevalet, en bas. Et vous avez donc une pièce ici en ébène. Ici, je vous l'ai dit, c'était de l'érable. Et vous avez une touche sur laquelle vous allez appuyer les cordes, qui est, elle aussi, en ébène.
Donc tout le jeu du luthier va être de choisir et de déterminer la bonne hauteur du chevalet pour qu'il y ait l'équilibre statique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis qu'il y ait la sonorité qu'il souhaite pour son instrument. Donc vraiment un ensemble de propriétés physiques tout à fait remarquables pour la fabrication de ces instruments. La diapositive suivante vous montre la répartition donc des modes de vibration suivant le poids de la table. Lorsqu'elle est très légère, eh bien, vous avez des modes de vibration à des fréquences élevées. Lorsqu'elle est plus lourde, eh bien, vous avez cette fois une répartition des fréquences beaucoup plus intéressante. Et enfin, lorsque vous rassemblez donc la table en épicéa et le dos en érable, vous arrivez à avoir la couverture en fréquence de votre instrument. Alors, vous avez des instruments qui sont absolument homogènes sur l'ensemble du spectre des fréquences. Vous en avez d'autres qui sont au contraire à jouer très très bien à certaines fréquences et très mal à d'autres fréquences. Donc c'est là aussi une propriété physique très très intéressante pour cet instrument. Alors, vous avez peut-être remarqué aussi qu'en général, quand un débutant joue de l'instrument, il peut avoir un son extrêmement rauque. Et la raison en est que l'attaque de la corde qu'il fait avec son archet n'est pas perpendiculaire. Il génère, dans ce cas, des modes de la corde qui se raccourcissent ou se rallongent si vous excitez ces modes en tirant votre archet de manière non perpendiculaire à la corde. Et donc tout le jeu de l'instrumentiste va être de jouer comme il faut avec son archet sur ces cordes. D'autre part, vous avez aussi un paramètre qui va intervenir, qui est ce paramètre qui va intervenir, c'est la hauteur du son que vous générez. Votre archet devra se rapprocher du chevalet si vous montez en fréquence sur la corde donnée. Sinon, là aussi, vous aurez un son rauque qui va apparaître. Alors, je vais vous tester cela. Vous voyez, si j'attaque perpendiculairement à la corde, je mets en vibration la corde, j'ai la description qu'a fait Raman. Si par contre je n'attaque pas en perpendiculaire, je vais avoir un son rauque, je vais avoir quelque chose qui n'est pas très joli. Et en général, les débutants ont cette difficulté, en particulier avec les violons. Alors, vous pouvez, comme je vous le disais, augmenter la fréquence à laquelle vous allez faire vibrer votre corde. Si je coupe la corde en deux, j'ai l'harmonique. Donc là, je suis à 880 Hz. Si je la coupe en 3, je vais avoir l'harmonique plus la quinte. Là, c'est un La, Mi. Si je coupe en 4, cette fois, je suis donc à 1600, un peu plus de 1600 Hz. Et puis, là, je commence à sentir que ces fractions de longueur de la corde ne correspondent pas tout à fait à la gamme telle que nous la connaissons, la gamme diatonique, avec une répartition des sons que Savart avait donc mise en place. C'est Savart aussi qui avait suggéré qu'on fasse des violons plats, des violons avec une forme trapézoïdale et qui ont très très mal vieilli. Il en existe au musée du Conservatoire à Genève et ici aussi à Paris, rue de Rome. Donc voilà un petit peu
la génération des sons que vous allez faire. Et puis, vous allez utiliser une propriété très très particulière qui est de faire ce qu'on appelle le vibrato du violoncelle ou du violon. Et ce vibrato est que vous allez moduler très légèrement la longueur vibrante de la corde. Quand vous êtes ici avec les deux points au repos, vous avez une longueur de 692 mm. Et c'est une longueur fixe qui est maintenant utilisée en référence dans tous les instruments. Mais si je joue une note et que je veux la moduler très légèrement, et en général l'oreille de l'homme, de la femme, aime bien qu'il y ait ce petit vibrato, eh bien vous allez avoir une toute petite variation de fréquence. Donc l'instrumentiste va jouer avec ses doigts pour effectivement faire qu'il y ait cette légère modulation du son et donc un vibrato du violoncelle. Et si vous avez écouté Pierre Fournier, si vous avez écouté Mstislav Rostropovitch, eh bien vous avez pu remarquer qu'ils avaient une sonorité, un vibrato absolument extraordinaire dans leur instrument. Alors on peut aussi s'amuser à faire des bruits très particuliers. C'est la sirène du mercredi, premier mercredi du mois, que vous entendez. Et une fois, j'avais fait la sirène à Annecy, chez mes parents, il y a donc plus de 50 ans. Et effectivement, des voisins avaient pensé qu'il y avait un problème grave, puisque la sirène avait été mise en état de fonctionnement. Et puis, vous pouvez simuler les conversations humaines. Donc, vous avez des capacités avec cet instrument tout à fait étonnantes. Donc, comme je vous le disais, celui-là, il a une quarantaine d'années à peu près. C'est un de mes amis luthiers qui l'a fabriqué. Il vieillit bien, il sonne bien, et il va nous permettre de jouer quelques parties. Donc, si vous allez sur YouTube, vous verrez d'autres pièces de violoncelle que j'avais enregistrées aussi, avec il y a une partie du rondo de Boccherini, il y a une petite partie de suite de Jean-Sébastien Bach, la première suite de Bach. Et donc, c'est commun, même si je vous dis que je suis un mauvais violoncelliste amateur, c'est un bonheur de pouvoir jouer sur un instrument.
je m'excuse, j'ai de l'arthrose et donc j'ai un peu de mal à jouer. Mais même si je ne joue pas bien, c'est un bonheur de pouvoir se satisfaire ce goût de la musique, ce goût du violoncelle. Donc vraiment, je vous remercie d'être venu écouter cette conférence. Je crois que j'ai encore une ou deux. Voilà, effectivement, ici, c'est un intérêt pour ce qu'on appelle le loup du violoncelle. Le loup du violoncelle est un phénomène d'interférence pour certaines notes que vous allez jouer et qui fait que, au lieu d'avoir une belle sinusoïde comme vous avez dans cette partie, eh bien, vous allez avoir un certain manque de fréquence qui apparaît et qui fait même que vous avez, comme on le voit ici, un moment où ça s'arrête. Vous allez avoir ici un nœud de vibration, ici vous avez un ventre, et vous allez avoir ce qu'on appelle donc le loup du violoncelle. Et souvent les violoncelles, disons de qualité moyenne, ont un loup très très marqué vers le mi bémol. Alors celui-ci a été bien réussi par le luthier. Il n'a pratiquement pas ce loup du violoncelle. Donc je crois que je vous ai décrit un petit peu la façon dont je ressens la physique que l'on peut faire avec cet instrument. Comme je vous le disais tout à l'heure, le fait que ces jeunes aient pu présenter au concours C'est Génial et puis aient été sélectionnés aux Olympiades internationales et maintenant un brevet avec ce casque qui va être commercialisé pour pouvoir permettre l'écoute de musique par les malentendants. J'ai rencontré jeudi une violoniste qui avait 28 ans, c'était la fête de la science aussi à Saint-Pierre-des-Corps, au lycée Vaucanson, et elle a découvert ce casque. Elle était sourde d'une oreille, bien que violoniste professionnelle, elle a 28 ans, et elle a dit, c'est la première fois de ma vie que j'arrive à entendre de la musique en stéréo, grâce à ce dispositif qui a pu se poser dessus. Donc là aussi, je trouve une application tout à fait intéressante de cette physique. Alors, vous pouvez évidemment avoir d'autres applications qui sont, quand vous déplacez la table, comme je vous l'ai dit, vous avez un écart de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort par détente adiabatique, et vous pouvez utiliser des ondes acoustiques de ce type pour fabriquer des systèmes qui refroidissent des dispositifs. J'en ai développé avec des collègues du laboratoire pour la radioastronomie. Et donc, on utilisait des ondes acoustiques pour descendre à une température de 10 Kelvin, donc moins 263 degrés, avec des ondes acoustiques. Alors, on utilisait des mélanges d'hélium et d'hydrogène. Donc, c'était quelque chose qu'on a même testé sur plusieurs petits radiotélescopes. Comme l'a dit Eric tout à l'heure, je suis astronome, radioastronome, et je me suis surtout intéressé aux molécules interstellaires. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près couvert ce que je voulais vous dire. Il y a peut-être encore une diapo. Oui, cette diapo, elle montre que si on voulait avoir une échelle absolument parfaite, il faudrait que les instruments soient suivant la courbe droite que vous avez ici, et qu'ils aient donc des tailles beaucoup plus grandes que celles que l'on a actuellement. Là, vous avez violon, alto, le violoncelle, la contrebasse, et vous avez donc une distribution des tailles qui n'est pas optimale au sens donc de l'homothétie que l'on devrait avoir, et on va donc changer les cordes pour pouvoir satisfaire les modes vibratoires correspondant aux fréquences que l'on souhaite pour les basses ou les instruments qui sont, vous voyez, le violoncelle, eh bien, il est même un petit peu en dessous déjà. Hein. Donc, cette longueur de 692 mm, elle est
un petit peu courte. Est-ce qu'il en reste encore une? Ah oui, alors ça c'est un développement qui est tout à fait étonnant. On a voulu développer, à partir de fibres de carbone, des instruments à cordes, donc violon, violoncelle, alto, en utilisant les propriétés mécaniques des fibres de carbone et ce qu'on appelle les CFRP, Carbon Reinforced Material, qui permettent de bien contrôler les différents paramètres dans un sens ou dans l'autre pour l'instrument. Et ces instruments ont été effectivement développés. Il y a une petite société près de Nice, à la Seine-sur-Mer, qui construit ces instruments, mais ils ne vieillissent pas très très bien. Donc, ce qui a été surprenant, c'est qu'il y a eu un concours en aveugle dans lequel les instrumentistes jouaient. Il y avait un rideau qui ne permettait pas au jury de savoir sur quel instrument ils jouaient. Une contrebasse en fibre de carbone a eu la médaille d'or. Donc, c'est qu'il y avait quand même eu une belle réalisation qui avait été faite avec cette technique des fibres de carbone. Et l'avantage des fibres de carbone, c'est que vous laissez tomber votre instrument, il ne se casse pas. Tandis que si vous laissez tomber votre violon, votre violoncelle, vous allez avoir une possibilité de fente qui se développe. Alors, je constate que je n'ai pas fait circuler le petit violon que j'ai amené exprès pour que vous puissiez voir un petit peu la composition. C'est un violon qui a été restauré par mon ami luthier de Tours, Cyril Emery, et c'est un instrument ancien. Donc le vernis, on voit bien que le vernis a un petit peu vieilli, mais il a une sonorité tout à fait remarquable et il permet là aussi de jouer. Vous voyez la petite pièce en érable sur le chevalet, c'est donc là aussi pour assourdir la sonorité de l'instrument. Voilà, je crois. Il y en a encore? Je crois qu'il y en a encore. Oui, il y en a encore. Bon, ça c'était effectivement pour définir les différents modes du violon, du violoncelle. Si vous êtes très près du chevalet, sous le ponticello, eh bien vous allez avoir une sonorité qui est différente. À droite, là, vous êtes sur la partie rauque. Ici, c'est la partie la plus brillante de l'instrument. Ici, vous êtes en manque un petit peu d'intensité. C'est ce qu'on voit sur cette corde qui a été donc là aussi enregistrée. Diapo suivante. Alors ça, c'est l'instrument qui est utilisé maintenant par tous les luthiers. C'est donc le diapason qui permet, avec ces modes de vibration, de générer une fréquence très pure qui permet donc de calibrer la fréquence à laquelle vous voulez que votre instrument puisse jouer. Et la diapo suivante montre comment il est utilisé. Vous le faites vibrer sur un verre rempli d'un liquide et vous entendez le diapason dans toute la pièce avec les différents modes que vous pouvez avoir lorsque vous vous éloignez donc de ces deux branches du diapason. La diapo suivante. Voilà. Alors là, c'est une conséquence. Le son se propage à la vitesse que je vous ai définie tout à l'heure, donc 340 mètres par seconde. Et suivant la vitesse avec laquelle vous déplacez votre générateur de son, vous allez pouvoir dépasser ou pas la vitesse du son. Et c'est comme ça qu'un avion va dépasser la vitesse du son. Vous allez entendre le bang supersonique de l'avion. Alors évidemment, avec un archet, il faudra aller très très vite pour pouvoir avoir un bang supersonique. Hein, mais c'était une illustration. Et la dernière diapo vous présente les modes de vibration du Soleil. Je vous l'ai dit, je suis astrophysicien. Et ces modes de vibration, eh bien, ils sont absolument comparables à ceux qu'on a sur la table d'un violon ou la table d'un violoncelle. Vous avez des nœuds, vous avez des ventres, et on étudie effectivement, à partir de la distribution de ces
nœuds de ces ventres, la structure interne du Soleil. Donc on est capable de remonter à ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Alors je crois que je termine ici mon exposé et je suis prêt à répondre à vos questions. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont violonistes, violoncellistes ou instrumentistes, et donc vous avez peut-être des questions à poser. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Je crois que c'est très important comme pour tous. Donc, quoi que vous fassiez, l'important c'est la passion. Ouais. Donc est-ce que vous avez des questions pour Pierre que vous voulez éclairer sur le soleil ou bien sûr moi j'avais une question sur le choix du bois. Pourquoi c'était ces deux bois qu'on a pris? Ça dépend de la vitesse du son dans ces bois-là ou bien de leur solidité ou... Alors, le bois a été quelque chose de très important et on pense que les instruments de Stradivarius, qui sont si remarquables, ont été construits avec du bois qui a poussé pendant la période du petit âge glaciaire, c'est-à-dire des bois dont les fibres étaient assez serrées et permettait donc d'avoir une meilleure propagation du son. Donc ce petit âge glaciaire, il a permis aux sapins, aux épicéas, de pousser plus lentement, et on avait donc une densité un petit peu plus grande pour le bois. Donc ce choix est effectivement quelque chose d'important. Vous avez plusieurs fabricants de pièces de lutherie dans le Jura, qui sont susceptibles de vous trouver des belles pièces en bois. Merci Est-ce que j'ai Pierre. répondu à votre question? Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Et vous appuyez sur il y a un bouton là, il y a un bouton, vous appuyez dessus, ça devient rouge, et moi j'éteins le mien. Oui, moi j'aimerais savoir, habituellement les violoncelles ont le dos en deux parties, Oui. or il en existe en une seule partie. Oui. Est-ce que ça a une incidence sur le son ou est-ce que c'est simplement esthétique? Eh bien, la réponse est que vous allez quand même avoir, avec un instrument en deux parties, comme celui-ci, vous allez avoir des petites pièces qui sont collées pour tenir donc les deux pièces ensemble, et vous allez changer très légèrement donc le moment d'inertie, la façon dont le dos va réfléchir. Mais vous avez raison, il y a des violoncelles avec un dos d'une seule pièce, d'autres avec un dos de deux pièces. On ne peut pas dire qu'un est un meilleur que l'autre. Non, enfin, voilà, non, c'est pas... non. Et il y a, vous pourrez voir sur la vidéo donc, de YouTube sur la physique du violoncelle, j'avais reproduit un violon dont un certain nombre de parties avaient été découpées par des luthiers pour réparer des violons anciens. Hein, rien ne se perd dans ce métier quand vous avez la chance d'avoir un bois qui a été de grande qualité. Voilà. Oui, vous éteignez le... Voilà. Et puis là, je crois qu'il y a une autre question, allez-y. Vous avez parlé de changer donc, le matériau du violon, mais est-ce qu'on a déjà essayé de changer les cordes qui composaient le violon? Pardon, excusez-moi, je sais pas. Oui, vous parliez donc des violons en fibre de carbone, mais est-ce qu'on a déjà fait des violons où on changeait la matière qui composait les cordes? Oui, il y a eu quelques violons métalliques qui ont été faits aussi. Il y a eu effectivement des essais en fibre de verre. Et bon, on est toujours revenu au bois pour fabriquer les instruments. Donc je crois que c'est quelque chose qui est un peu le patrimoine de l'humanité, d'avoir réussi au bout de plusieurs siècles à fabriquer un instrument dont les propriétés sont pratiquement figées par la qualité du bois que vous allez utiliser. Mais je crois que la question c'était sur les cordes, non? Est-ce qu'on a utilisé autre chose que le matériau pour les cordes là, dont tu as parlé? Oui, alors les cordes, initialement on avait les cordes en boyau, comme je vous l'ai dit, boyau de mouton,
Et puis, on a fait des cordes avec de l'aluminium, avec de l'acier, avec un filet autour de la corde, de manière à augmenter la masse volumique, par exemple, de pouvoir augmenter la tension aussi, donc avoir des cordes qui résistent mieux que celles du boyau. Et il y a toute une série, j'en ai quelques-unes ici aussi, des cordes. Elles sont, je dois vous dire, c'est un objet d'art aussi. Elles ne sont pas données. Les 4 cordes d'un violoncelle, c'est à peu près 200 €. Donc c'est quelque chose qui n'est pas quand même anodin. Alors ce que je n'ai pas dit du tout, c'est que maintenant on a vu une arrivée de violoncelles d'origine chinoise qui sont à des prix défiant toute concurrence. C'est quelques centaines d'euros, alors qu'un violoncelle de luthier, c'est dans l'atelier du luthier, c'est 6 000 à 7 000 €. Si c'est un violoncelle de maître, c'est 30 000 €. Donc, vous avez intérêt à l'assurer pour qu'il ne disparaisse pas. Une autre question. Et pour l'archet, on utilise toujours aussi le cheval, ou bien le poil de cheval, comme tu as dit? Il y a eu des essais avec des fibres de matière plastique, mais ça vieillissait pas bien, c'était sensible à l'humidité, et donc on utilise toujours actuellement, effectivement, donc les poils de la queue de chevaux. Impressionnant. Une question, d'autres questions, je ne vois plus. Voilà. Voilà. Bonjour. Attendez, Qu'est-ce qui a provoqué chez vous cette passion pour la musique et précisément pour le violoncelle, et depuis quand? Eh bien, il se trouve que mon père avait un violoncelle entier, et donc il a fallu attendre que j'ai des doigts suffisamment solides pour jouer sur ce violoncelle entier. Et j'ai commencé le violoncelle à 11 ans, je vais avoir 75, donc ça fait plus de 60 ans que j'ai commencé. J'ai eu la chance d'avoir, j'étais à Annecy, j'ai eu la chance d'avoir quelques professeurs de violoncelle tout à fait remarquables. J'ai eu en particulier Roger Levengut, qui était violoncelle solo à l'Orchestre de la Suisse romande, qui venait à Annecy, au conservatoire d'Annecy. Et puis, je me suis intéressé, quand j'ai été nommé professeur à l'université, à enseigner cette partie acoustique. Chaque année, il y avait un cours de 2 heures sur l'acoustique, la physique du violoncelle, la physique des instruments. Et je revois parfois de mes anciens élèves, 10 ou 15 ans après, qui me disent est-ce que vous faites encore du violoncelle? Et on se rappelle de ce cours que vous nous aviez fait. C'était dans l'amphi de la rue Cuvier, donc de l'université Pierre et Marie Curie. Alors j'ai aussi un faible pour les instruments. Si je vous disais que j'ai 18 violoncelles à la maison, c'était un peu une folie. Et c'était dans les années 70, il y avait très fréquemment des ventes d'instruments à Drouot. Alors les instruments étaient dans l'état où ils étaient, quoi. Ils n'étaient pas restaurés, mais j'ai craqué un certain nombre de fois, et certaines fois ma femme était surprise de voir arriver un violoncelle à la maison comme ça en plus. Et un trou dans le bon compte en banque. Écoute, en général, à Drouot, c'était quand même pas hors de prix. Hein. D'accord. Oui, mais c'est bien. Donc encore une fois, le collectionneur, la passion de la collection. C'était la folie du collectionneur, oui. Est-ce que vous avez une autre question pour Pierre Encrenaz, ou bien une autre question sur l'académie? Mais sinon, je crois qu'on va pouvoir vous libérer et vous remercier pour votre visite. Et j'espère que la visite vous a été utile et agréable.
Et je remercie les professeurs de vous avoir accompagnés et Madame Mombay d'organiser ceci régulièrement. Donc la prochaine fois, ce sera lors de la semaine des mathématiques. Et bon retour dans vos lycées. Voilà. Au revoir. Donc vous avez rendu toutes les pièces. Voilà.